Steve Calfa, bonjour. Bonjour Emmanuel. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver aujourd'hui, Steve, pour parler avec vous d'un très grand auteur français et d'un nouveau spectacle que vous avez mis en scène et que vous jouez, puisqu'il s'agit de Molière. Alors Steve, je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes acteur, vous êtes professeur de théâtre et vous êtes également metteur en scène. Vous avez joué beaucoup pour le théâtre, mais aussi pour la télévision et le cinéma en France. On ne va pas dire le chiffre, mais vous avez tourné dans un nombre impressionnant de films et de séries. Vous êtes aujourd'hui en Israël et vous montez vos propres spectacles, des seuls en scène, comme on dit, ou avec votre femme, Alix de Konopka. On se rappelle du Chandelier enterré, le Mendiant de Jérusalem, Molière. Et aujourd'hui encore Molière, vous avez un grand rendez-vous avec lui. C'est pour ça que nous sommes ensemble aujourd'hui pour en parler. Comment allez-vous ? Eh bien, cher Emmanuel, ça va très bien, je vous remercie. C'est un plaisir de vous retrouver également. C'est toujours un moment particulier de se parler et surtout là, évidemment, avec ce nouveau spectacle à partir de la vie de Molière. Alors, voilà. On ne peut pas rester insensible quand on parle de Molière, ne serait-ce que de prononcer le nom de Molière. On a déjà beaucoup de choses en nous qui s'ouvrent et qui se réveillent, j'ai envie de dire, parce que Molière nous habite toujours, plusieurs siècles après. Alors, c'est le plus grand auteur français du XVIIe siècle, et on dit, en parlant du français, qu'il s'agit de la langue de Molière. Donc, c'est quand même, ça va très très loin, l'impact que Molière a eu sur la France. Et aujourd'hui, Molière, plusieurs siècles après, est toujours joué et il est même traduit. Molière est énormément traduit dans le monde entier. Il est il est également traduit en Israël et il est joué régulièrement en Israël, Tartuffe, Don Juan. Il est joué régulièrement en Israël dans les grands théâtres israéliens, au Théâtre Abima, au Cameri. On le voit très régulièrement. Je pense qu'il est, du point de vue théâtral, avec Shakespeare, il est par tous considéré comme l'auteur. Ce sont les deux grands auteurs de théâtre jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que Molière, bien sûr, est considéré comme un classique, mais en vérité, il est très certainement le plus grand des auteurs contemporains. C'est un auteur extraordinairement contemporain, comme peut l'être d'ailleurs aussi Shakespeare et en fait tous ces grands auteurs qu'on a l'habitude d'appeler classiques. Alors, il a écrit beaucoup de comédies grinçantes, souvent même féroces. Il décrit, il dénonce les faiblesses, les biais de son époque. Il a peur de personne. On a l'impression qu'il n'a pas peur du pouvoir, en tout cas. Il n'est pas du tout politiquement correct, comme on dit aujourd'hui. Mais on pourrait parler de lui comme un témoin privilégié de son époque, qui est inscrit complètement dans son siècle. Et puis, c'est un homme de courage, parce qu'il évoque tous les problèmes de la société dans laquelle il vit. Il est complètement lié à son époque et en même temps, il n'est pas enfermé dans son époque. C'est ce qui fait qu'on le joue jusqu'à aujourd'hui. Il décrit, en fait, il raconte des choses qui ont à voir très très profondément avec la nature humaine et ensuite et éventuellement la façon dont certaines sociétés ou les sociétés sont organisées. Et la chose qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que, et je pense que ce n'est pas en fait un hasard, c'est qu'au départ, Molière, c'était pas du tout il s'est jamais dit, il s'est pas réveillé un matin en disant, je vais devenir un génie de la littérature et du théâtre en particulier. Il n'est jamais véritablement rentré dans le milieu, on va dire, théâtral. Il n'appartenait pas non plus à son milieu d'origine, puisqu'en fait, il s'y est ennuyé. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il a toujours été un homme extraordinairement libre, de pensée, de façon de voir, de façon de faire. Et ensuite, cette liberté-là, il l'a exercée effectivement dans les combats énormes qu'il a menés. On a du mal à se rendre compte de ce que ça représente aujourd'hui, notamment le combat contre l'Église, qui était le pouvoir. Véritable pouvoir en France, c'était l'Église, c'était le roi lui-même ne s'en approchait jamais. Il avait très 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 peur. Il a même interdit certaines pièces de Molière parce que justement elle condamnait l'Église de manière trop féroce pour l'époque. Il y a notamment deux grandes pièces de Molière qui ont été interdites. La première, c'est Tartuffe. Tartuffe, qui a été une pièce dans laquelle il dénonçait en fait les dévots, mais ce qu'on appelle les dévots, ce qui en fait il dénonçait les faux
religieux ou l'utilisation que certains peuvent faire de la religion à leur profit personnel. Et elle était censurée, l'Église interdisait que la pièce soit représentée. L'autre pièce qui a été interdite par l'Église, c'est Don Juan, le Don Juan de Molière. Et là, c'est une pièce qui a complètement dépassé ce en quoi Molière croyait, parce que Molière était pratiquant, comme à peu près tout le monde à cette époque-là. Ça n'existait pas de ne pas être pratiquant. Et là, Molière écrit un personnage extraordinaire, qui est le personnage de Don Juan. Don Juan, le Don Juan de Molière, c'est pas juste quelqu'un qui court les femmes, etc. Ça, c'est une toute petite partie. C'est une pièce qui parle beaucoup de l'athéisme et du rapport à Dieu. C'est complètement, c'est ça. C'est un athée extrême. Et dans son extrémité d'athéisme, en fait, c'est une quête de Dieu qui est énorme. Le mot qui revient le plus dans la pièce Don Juan, c'est le mot ciel avec un C majuscule, c'est-à-dire les cieux, c'est-à-dire Dieu, en fait. Et quand la pièce est censurée, Molière ne veut pas s'en occuper. Il ne cherche pas à lutter contre cette censure, alors qu'il a lutté contre la censure de Tartuffe. Et la pièce Don Juan ne sera pas jouée pas avant 200 ans plus tard. Alors, dans sa manière à lui de dénoncer les hypocrites, l'avarice, le fanatisme, la fausse religion, les dogmes, etc., on l'a comparé à Charlie Chaplin. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette comparaison ? Déjà, il y a quelque chose qui est très, très vrai, c'est que le point de départ de l'art de la comédie de Molière, c'est un art de la comédie qui vient, comme on l'a dit, qui vient des farces. Il a lui-même commencé à jouer sur des tréteaux et à jouer des farces. Et il avait, paraît-il, enfin on le sait, il avait un talent énorme pour la drôlerie. Énorme. Il mettait les pieds en scène et les gens explosaient de rire. Et donc, il y avait un truc qui avait à voir avec le burlesque qui a été repris, qu'a développé évidemment Chaplin et les Marx Brothers et toute cette période-là. Et cette faculté de faire rire, c'est ça qui est assez incroyable aussi, ça a été en fait un drame pour Molière. Parce que Molière rêvait d'être un tragédien. Alors dans votre spectacle que vous avez écrit, J'ai rendez-vous avec Molière, eh bien vous appuyez beaucoup sur la notion de transmission. Alors cette notion est très importante pour nous, pour le peuple juif. Pourquoi avoir parlé de ça ? Pourquoi avoir tenu à développer ce sujet par rapport à Molière ? Le spectacle que j'ai écrit, qui s'appelle J'ai rendez-vous avec Molière, le point de départ, c'est un dialogue imaginaire, encore une fois évidemment, entre un comédien d'aujourd'hui et Molière. Et dans ce dialogue imaginaire, Molière en fait va se livrer. Il va revivre les grands moments bouleversants de sa vie. Et dans cette façon de les revivre, en fait, il transmet au comédien une façon d'être homme, avec notamment les combats et l'engagement jusqu'au bout qui a été sa marque, et une façon de vivre son art. Donc en fait, c'est dans cette pièce-là que j'ai écrite qu'il y a une notion de transmission qui est très 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 forte. Après, encore une fois, ça c'est juste ailleurs, mais on n'en parle pas dans la pièce, mais il vient avant tout de cette tradition théâtrale qui était les farces, qui elle-même est une tradition qui elle-même a donné lieu à une tradition ensuite qui est la commedia dell'arte dans le théâtre italien. Et dans le théâtre italien, il y a une chose extraordinaire qui était que les comédiens étaient titulaires des rôles. Par exemple, le comédien qui jouait Harlequin toute sa vie de comédien jusqu'à ce que physiquement il ne puisse plus le faire. Et en même temps qu'il jouait le rôle d'Harlequin, il le transmettait au comédien qui allait le jouer après lui. Donc il y a une chaîne comme ça énorme justement de transmission et dans laquelle en fait, et là aussi c'est ce qu'on a dans la pièce ici avec Je rendez-vous avec Molière, en fait Molière dit au comédien mais ce qu'il faut découvrir c'est votre façon d'être à vous dans l'exercice de votre art. Alors il ne le dit pas avec ces mots-là mais c'est ça que ça dit à un moment donné. Il faut travailler et découvrir en fait en vous le silence qui est en vous, qui va vous permettre de toucher les choses les plus intimes, les plus profondes et les plus vraies. Alors ça évoque certainement beaucoup de choses aussi pour vous, Steve, qui est aussi, vous êtes aussi un homme de théâtre et vous êtes juif, et cette notion de transmission, vous le faites aussi à travers votre travail. C'est important pour vous cette notion de transmission même dans le théâtre ? C'est énorme, et c'est énorme en Israël. Je pense c'est une évidence, mais c'est une évidence qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut exercer. On ne fait pas l'Aliyah par hasard. On ne fait, quelles que soient les motivations, quelles que soient les raisons au départ.
On ne fait pas l'Alia par hasard. Et une fois qu'on a fait l'Alia, une fois qu'on est ici à un endroit qui est évidemment tout à fait particulier. C'est Eretz Israël, c'est la terre d'Israël, c'est Eretz HaKodesh. Et qu'on soit pratiquant, pas pratiquant, peu importe, c'est pas le propos ici. Mais on ne peut pas imaginer qu'on est ici de la même manière qu'on est, par exemple, à Paris. Et c'est sans aucune chose restrictive par rapport au fait d'être à Paris ou en France ou n'importe où ailleurs dans le monde. Et donc, quand on est en Israël, et alors là, notamment quand on est un comédien et un metteur en scène, comme moi en Israël, eh ben, je pense qu'il faut être lié à cette chose-là, que ça se passe en Israël. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que des choses qui sont liées à ce qu'on a l'habitude d'appeler la religion ou la spiritualité ou à des auteurs juifs. Mais ça veut dire que même si on travaille sur un auteur, par exemple, qui n'est pas juif, c'est le cas de Molière, il faut, enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de trouver un angle, une façon d'être qui raconte à travers et derrière le spectacle, et c'est pas forcément lisible directement, c'est pas obligatoire, mais qui raconte quelque chose qui a à voir avec le judaïsme et avec la pensée juive et avec la façon d'être juif. Alors, vous jouez Molière en Israël, dans cette pièce, donc J'ai rendez-vous avec Molière, dont vous faites une tournée dans plusieurs villes d'Israël. Qu'est-ce que ça fait de jouer Molière en Israël? C'est génial de jouer Molière en Israël, c'est vraiment absolument formidable parce qu'encore une fois, ça dépend comment on veut faire ça. Si on veut faire Molière dans quelque chose. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé dans ce que vous avez dit l'introduction. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont vous avez rappelé comme Molière nous reste attaché à nos cœurs. Et j'ai envie de dire, mais c'est d'autant plus incroyable qu'il est malheureusement tellement souvent mal enseigné, parce qu'il s'agit de ça, c'est un enseignement dans le mauvais sens du terme, à l'école, avec quelque chose qui est un peu vieillot, poussiéreux. Par contre, si on va chercher dans ce qu'il fait, dans les raisons pour lesquelles Molière est encore joué aujourd'hui, 400 ans plus tard, c'est que forcément il a encore des choses à nous raconter. Et si on essaie de juste le laisser parler lui, donc là on entend tout à coup des choses énormes par rapport à ce qu'on vit. Et c'est formidable de trouver cette modernité-là, notamment ici en Israël. Ce qui est formidable aussi, puisque on parle de ça maintenant, par exemple, c'est que cette pièce, donc là, que j'ai écrite, donc J'ai rendez-vous avec Molière, va être traduite en hébreu, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Elle va être traduite en hébreu par Elie Bijawi, qui est quelqu'un qui est très connu ici en Israël, et qui traduit, justement, c'est Elie Bijawi qui traduit la plupart des pièces de Molière, Tartuffe, Doujean, qui sont jouées, comme je vous ai dit, au Caméry, au Abima, etc. Là, pour le coup, ce pont entre d'où nous venons, si on peut dire ça comme ça veut dire de France, et puis là où nous sommes aujourd'hui ici, et que ça puisse se faire, et que ça parte en fait d'ici. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est particulier, que ça parte d'Israël, et que c'est pas dans le sens inverse, c'est pas des spectacles français ou parisiens qui viennent ici. Bon, c'est très bien, c'est pas grave, mais ça n'a rien à voir en vérité, ça n'a vraiment rien à voir. C'est important de le souligner. Et donc là, ça se fait et c'est génial. Et ça va être joué ensuite en France. Et c'est aussi ça qui est génial. Alors, Steve Kalfa, je rappelle que votre spectacle donc sera joué le 22 janvier à Jérusalem et le 5 février à Tel Aviv. J'ai rendez-vous avec Molière. Vous êtes sur scène avec votre femme, Alix de Konopka. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous, Emmanuel. Merci beaucoup.